Ça y est, ça fait 3 courses que le WEC a commencé, on a fait toutes les courses juste avant les 24 heures du Mans et je me suis dit que ce serait peut-être le bon moment de faire un petit point pour savoir ce que ça donne si jamais vous n'avez pas vraiment suivi le championnat, si vous n'avez pas suivi ces 3 courses qui étaient assez exceptionnelles, il faut l'avouer, donc cette petite vidéo va vous servir d'un petit bilan. On a eu 3 courses, 3 scénarios assez différents, bref, on va essayer de résumer tout ça, voir qui est en forme, qui n'est pas en forme, qui doit totalement se ressaisir, bref, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Comme d'habitude, on va laisser les hypercars un peu de côté pour l'instant et on va commencer par le LMGT3. En LMGT3, on a un début de saison assez exceptionnel parce qu'on a eu 3 poleman différents de 3 constructeurs différents, on a eu 3 victorieux différents de 3 constructeurs différents et on a eu 9 voitures différentes sur les podiums. Bon, pas venant de 9 constructeurs différents, mais c'est assez exceptionnel maintenant qu'on y pense. La diversité et l'égalité en LMGT3, c'est vraiment un truc de fou. Lors de la première course au Qatar, on a eu un duel Corvette versus McLaren, qui a été gagné par Corvette. Pendant la deuxième course, à Imola, on a eu un duel allemand, Porsche contre BMW, à l'avantage de Porsche. On a également eu à Imola la pole de Valentino Rossi, ça c'est un scénario de fou. Pole à domicile pour le pilote BMW, c'est génial. Et à Spa-Francorchamps, on a eu un duel Ferrari contre Ford. C'était vraiment fou, cette première course de la saison, c'est n'importe quoi. Pour l'instant, seuls 2 constructeurs n'ont pas eu de podium sur ce championnat. Sur les 9 présents, c'est assez fou. Les 2 constructeurs sont Aston Martin et Mercedes. Revenons rapidement sur Mercedes. Mercedes, ils sont arrivés donc cette saison avec le team Iron Lynx. Une a abandonné et l'autre n'a même pas fini classée parce que le nombre de tours effectués n'était pas assez grand par rapport au vainqueur. La course en Italie fut très discrète, mais à Spa-Francorchamps, c'était beaucoup mieux. Ils finissent 11e et 12e à la porte des points et avec quelques luttes. Donc clairement, c'est un constructeur qui progresse. Si jamais Mercedes continue à se développer comme ça, je pense qu'ils vont pouvoir jouer les points à la régulière au fur et à mesure de la saison, peut-être déjà dès les 24 heures du Mans, mais ça c'est cool. En plus, aux 24 heures du Mans, ils sont 3 et ils vont amener une livrée super cool argentée avec les rétro fluo en référence aux Mercedes qui ont participé au Mans dans les années 80 dans le groupe C et leur victoire de 89 et également leur participation pendant la catégorie GTP et avec la Mercedes CLK. Aston Martin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste que c'est dans la masse quoi. Elle se détache pas du lot quoi. Du moins pour l'une des deux. La Racing Spirit of Le Mans qui débute en compétition a un début de saison assez régulier quand même. Une 9e place et une 6e place, c'est déjà quand même pas mal comme résultat. L'autre c'est une entrée qui n'est pas dans les points. Pour une voiture qui débute en compétition, c'est pas mal. Pour la voiture du Heart of Racing Team, une 6e et une 5e place et un abandon en Italie à cause d'une grosse sortie de piste, ça reste des très bons résultats. Parlons maintenant de nos 2 constructeurs américains préférés que sont Corvette et Ford. Et ils ont une saison inverse pour l'instant en ce début de saison. Corvette, c'était exceptionnel à la première course de la saison. Une première place pour l'une et l'autre a malheureusement abandonné. C'était une course en Italie très moyenne et à Spa-Francorchamps, les Corvettes étaient nulle part. Donc on a dégradé au fur et à mesure de la saison. Ce serait vraiment dommage de continuer dans cette direction alors que les 24 heures du Mans sont dans à peine un mois. Ce serait vraiment dommage. Et surtout si jamais ils veulent se ressaisir parce que la Corvette numéro 33 qui a gagné la première course du championnat, est toujours en tête du championnat d'un point de vue classement. Donc, elle doit se ressaisir si elle veut garder cette place. Ford, eux, c'est l'inverse. Ils étaient nulle part en début de saison, mais ils finissent 2e et 4e à Spa-Francorchamps, avec la meilleure voiture du plateau quasiment, avec la Ferrari. Donc vraiment, Ford, ça continue à progresser par rapport à la saison dernière. On rappelle que l'année dernière, la voiture a fait un podium aux 24 heures du Mans. Est-ce que cette année, ils peuvent jouer la victoire? Ce serait vachement beau, en vrai. McLaren, je sais pas trop où les mettre, parce qu'il y a eu quand même la pole et la 2e place au Qatar, ce qui est très bien. Mais derrière, c'était assez discret. Après, à Spa-Francorchamps, il faut l'avouer, les 2 voitures se sont fait sortir et donc ont empêché le constructeur d'avoir de très gros points. Et ça, c'est vraiment dommage. En Italie, c'était un constructeur moyen. Donc là aussi, McLaren, c'est un peu compliqué de les placer. Je vous avoue que je ne saurais pas vraiment où les mettre dans la hiérarchie. En même temps, c'est tellement serré, c'est un truc de fou. BMW est l'un des rares constructeurs en GT où les 2 voitures sont déjà montées sur le podium, ce qui fait que les voitures sont classées 7e et 9e, donc ça reste très moyen. Parce qu'en soi, le reste des courses, c'est pas terrible. Hein. Alors, on a eu le coup d'éclat du team WRT en Italie, bien sûr, mais la victoire est laissée passer par Valentino Rossi, qui est totalement sorti violemment la Ferrari numéro 21. On est allé chercher une 3e place au Qatar avec l'autre voiture du team BMW. Là aussi, c'est compliqué. Les voitures sont très aléatoires d'un point de vue performance, ce qui fait que chaque course est imprévisible. Il va falloir jouer ses cartes tout le temps. Ça va être très compliqué de faire ça, et clairement...
Moi, ça me fait rêver de voir un championnat comme ça. Par contre, s'il y a bien un constructeur qui surprend énormément en ce début de saison, par rapport à la saison dernière surtout, c'est Lexus. Lexus, ils sont l'un des meilleurs constructeurs de l'année car c'est celui qui est le plus régulier. Alors malheureusement pour la 87 on a 2 abandons, mais une 4ème place en Italie quand même. Mais pour la 78 on a une 4ème place au Qatar, une 3ème en Italie et une 8ème place à Spa-Francorchamps avec la pole position. Elle ne finit que 8ème parce que les safety cars etc ont tout changé, mais sinon elle aurait pu partir pour la victoire. Lexus c'est l'un des constructeurs les plus réguliers de ce début de saison et la 78 est 3ème actuellement du championnat. Donc c'est ultra rassurant par rapport à la saison dernière, ça fait ultra plaisir. L'avant-dernier constructeur à voir dans cette vidéo, c'est Porsche et Ferrari. On va commencer par Porsche. Porsche qui ont 2 voitures, la Montey First Form et l'Iron Dame. Et ces 2 voitures ont vraiment 2 saisons différentes pour l'instant. L'Iron Dame c'est un peu plus compliqué. Alors oui, elles sont assez régulières avec 2 arrivées dans les points quand même et une petite 13ème place au Qatar. Mais on peut voir que la voiture continue de progresser. Célia Martin nous a fait une course à Spa-Francorchamps magnifique, a même pris la tête un moment. Donc voilà, la voiture va se ressaisir et va continuer à performer de mieux en mieux. Et je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la saison. La Montey First Form, elle fait partie des favorites à chaque course. On est sur une voiture très régulière. Et clairement, moi je pense que la voiture peut carrément progresser. Il faut juste lui laisser un peu de temps à se remettre dans le bain. Sur les 6 pilotes qui sont actuellement en WEC avec une Porsche, il n'y en a qu'un seul qui l'avait l'année dernière, qui est Richard Lietz. Et c'est le pilote qui a permis à l'Allemande de gagner à Imola. Donc clairement, ça aide. Mais laissons-leur leur temps. Je pense que ça va être très solide pour la suite de la saison. Et pour moi, le meilleur constructeur depuis le début de saison en GT, c'est Ferrari. Alors oui, ils sont pas en tête du championnat, mais c'est des voitures qui sont ultra régulières. La 54 a fini sur un petit podium en 3ème place, et sinon les 2 autres courses c'est dans les points. Et par contre la 21, une 5ème place au Qatar, une victoire à Spa-Francorchamps, et si jamais elle s'était pas fait sortir à Imola, clairement elle aurait eu des gros points et serait sûrement en tête du championnat actuellement. Vraiment, les Italiennes sont vraiment très très fortes en ce début de saison en GT. Si on regarde le classement, clairement les compétitions sont très serrées. On a 39 points qui séparent la première et la dernière qui a des points, donc que sont les Iron Days avec 5 points. Seuls les Mercedes n'ont pas gagné de points pour l'instant, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Sinon, si on regarde le reste du classement, c'est ultra serré. Quasi dans tout le monde a une vingtaine ou une trentaine de points. La première n'est vraiment pas loin. 3 voitures ont déjà gagné la course. Comme je l'ai dit, 9 voitures différentes sont allées sur le podium. Donc clairement, je pense pas qu'on va pouvoir prédire qui va finir championne cette saison en LMGT3. C'est beaucoup plus serré que l'année dernière. Et ça, clairement, ça fait plaisir. Et ça laisse à présager que du bon pour les 5 prochaines courses de la saison, dont les 24 heures du Mans. Donc la LMGT3, c'est vraiment une compétition 5 sur 5 cette année. Parlons maintenant de l'hypercar. Et si jamais il y avait 39 points en LMGT3 qui séparaient la première et la 16e du classement, là il y a 38 points qui séparent la première et la 4e. Ce début de saison est sous le signe de Ferrari. 3 victoires Ferrari en 3 courses, 6 podiums en tout. Les 3 Ferrari occupent les 3 premières places du classement. Alors, elles sont toutes les 3 premières parce que en même temps, la voiture est assez dominante, il faut l'avouer. Elles ont une BOP qui est peut-être assez favorable. Là au Qatar, c'était vraiment une domination. Par contre, à Imola et à Spa-Francorchamps, ils ont eu chaud. Déjà, à Imola, la numéro 50 qui a gagné au Qatar ne s'est même pas qualifiée en hyperpole à cause des limites de piste et a entamé une course de remontée et à cause d'une manœuvre douteuse, c'est un peu sortie toute seule, en plus d'avoir une crevaison et n'a même pas fini dans les points. Sinon c'est victoire au Qatar et 2ème place à Spa-Francorchamps, avec la pole en plus. La numéro 83, elle c'est une 2ème place au Qatar, une 4ème place à Imola, et par contre une 15ème place à Spa-Francorchamps à cause de soucis techniques. La voiture finit à beaucoup de tours de retard. Clairement, elle n'était pas dans le coup ce week-end-là à Spa-Francorchamps. Par contre, la 51, trop fort. 3ème place au Qatar avec la pole, 1ère place à Imola avec la pole et 1ère place à Spa-Francorchamps, mais sans la pole. Clairement, la 51, début de saison ultra favori et donc ça fait plaisir de voir cette voiture enfin se ressaisir. On a vraiment Ferrari en tant que favori du championnat. Et pendant que Ferrari est en train de tout dominer, derrière, ça se marche dessus. Le 2e meilleur constructeur de ce championnat, pour l'instant, c'est Toyota. Alors on paraît pas, ils disent oui qu'on est assez pénalisé par la BOP, etc. Mais ça se voit pendant les qualifications, les voitures ont fait très peu de séances d'hyperpole, mais en rythme de course et en gestion de course, c'est clairement le meilleur constructeur qu'on a depuis le début, c'est un truc de fou. Ils sont toujours là, c'est impressionnant. Ça se voit qu'il manque un tout
petit peu de rythme par rapport à la concurrence quand même en rythme de course, mais clairement il n'y a rien à dire. C'est ultra régulier pour la numéro 8 qui a 2 5e places et une 4e place. La numéro 7, bon c'est un peu plus derrière avec 2 7e places et une 6e place, mais on va arrêter de se cacher. Toyota, ils sont toujours là. Et c'est le deuxième constructeur le mieux classé depuis le début de la saison. Clairement, Toyota, je pense si la BOP est un peu plus gentille, ce sera un peu plus serré. Clairement. Et ça, c'est génial. Le troisième meilleur constructeur de cette saison en hypercar, c'est BMW. Et ça, c'est encore une nouvelle de fou, non? BMW, c'est la surprise, je trouve, de ce championnat. La voiture est ultra à l'aise, que ce soit en qualification, en rythme de course. On a un podium avec la numéro 20 à Imola, et on aurait peut-être pu avoir un autre podium à Safran-Corchamps avant que la voiture abandonne malheureusement. Mais BMW, ça se voit, c'est un constructeur qui a faim, qui a envie de victoire. Ça présage que du bon pour la suite. Je pense qu'on aura une victoire BMW cette saison. Ou ça, je sais pas. Au Mans? Peut-être? Ce serait fou, une victoire BMW au 24 heures du Mans. Demande que ça, de voir de la nouveauté et tout, mais pour moi c'est vachement possible. BMW, ils sont à ça de la perfection. Donc faut qu'ils continuent comme ça à travailler. En tout cas, ils font du très bon boulot, BMW WRT. C'est vraiment du très bon boulot. Le quatrième meilleur constructeur de cette saison, tout comme l'année dernière, c'est Alpine. Mais Alpine, c'est encore plus grosse surprise. Au Qatar, elles étaient nulle part. Aucune des deux voitures ne finit dans les points. Et après, c'est masterclass. 2 3e places, à chaque fois meilleur du reste si on oublie Ferrari. Et j'ai même pas envie de parler de la masterclass que Makowiecki nous a fait à Spa-Francorchamps. Il a pris la tête. Il s'est battu avec les Ferrari à armes égales, à la régulière. C'était impressionnant. C'est vraiment la numéro 36 là, avec Jules Gounon, Schumacher et Makowiecki, la deuxième voiture la plus cool du championnat à suivre, derrière la Ferrari numéro 51. Alors même si la 36 par contre fait un début de saison remarquable, derrière la numéro 35 c'est un peu plus compliqué. On a une arrivée dans les points quand même à Spa-Francorchamps, mais c'est qu'une petite 8e place. Les autres fois, ça s'est pris un peu les pieds dans le tapis, mais ça va se ressaisir. Je pense qu'ils sont pas si loin non plus que ça. Le 5e meilleur constructeur de ce championnat, c'est Cadillac. Et va falloir qu'on en parle. Parce que là, je suis déçu. Commençons par les points positifs. D'abord, on a un très bon résultat à Spa-Francorchamps avec une 5e et une 6e place. Donc ça, j'ai rien à dire, c'est très bien. On en parle d'Imola. Imola, les deux voitures étaient nulle part. 16e place de la 38, 10e de la numéro 12. Non, j'ai rien à dire, c'était vraiment pas terrible comme performance de la part de nos deux américaines du team Jota. En plus, il y a eu des accidents lors des essais libres et tout. C'était compliqué, Cadillac, à Imola. On en parle de l'éléphant dans la pièce maintenant? On parle de ce qu'ils nous ont fait au Qatar ou pas? Au Qatar, les deux Cadillac, lors d'une safety car, ont décidé de s'arrêter plus tôt et donc de passer en tête grâce à la safety car. Les voitures étaient première et deuxième face aux Ferrari qui semblaient intouchables et pouvaient espérer un bon résultat à la fin. Mais ils se sont dit, tiens, on va tout gâcher et on va se rentrer dedans à la relance. Les deux voitures finissent 8e et 16e, alors qu'un énorme résultat les attendait. Je pense que sans ça, la voiture serait au moins 3e du championnat constructeur, voire 2e, en vrai. C'est con de s'auto-saboter comme ça, la voiture est maudite, c'est pas possible. Mais en espérant que la malédiction est passée avec les 6 heures de Spa-Francorchamps et qu'on contre-équise aux 24 heures du Mans. Là, ça me ferait super plaisir. Mais faut qu'ils se calment, là, les pilotes de Cadillac. Faut qu'ils se calment, faut qu'ils restent tranquilles. Et normalement, s'ils font pas de conneries, la malédiction, elle n'existe plus. Le 6e constructeur le moins performant de ce début de championnat, bah oui, parce qu'ils sont toujours là. Hein. Ça contraste avec l'année dernière. Hein. C'est Porsche. Porsche n'a pas fait mieux qu'une 8e place en ce début de saison. Une 8e place. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec Porsche en ce début de saison. Est-ce que la BOP est trop méchante? Est-ce qu'ils ont apporté une amélioration avec la voiture qui n'est pas du tout opératoire, qui n'est pas du tout fonctionnelle? Est-ce qu'ils sont en train de faire du sandbagging pour les 24 heures du Mans? J'espère que c'est pas ce 3e scénario par contre. Je l'espère. Parce que si jamais pour les 24 heures du Mans, on est un peu plus gentil avec Porsche, mais vraiment un petit peu plus gentil, et que ça permette à la voiture d'être un peu plus performante et donc dans le stack, mais qu'au final on voit qu'elle met 1 seconde à tout le monde, moi je trouverais ça assez honteux. Vraiment honteux. Mais Porsche, faut qu'ils se ressaisissent, hein, clairement, là faut qu'ils se ressaisissent. Je pense qu'ils sont pas si loin que ça. Et voilà, je pense qu'ils sont vraiment pas loin, il faut juste que ça prenne quoi. Et ils peuvent le faire, je pense. Un petit mot sur la Proton 99 toute moche. Bah elle est moche, et elle est pas terrible. Après elle est pas terrible surtout à cause des pilotes,
parce qu'elle a pris des pilotes, elle a un pilote silver, elle a un pilote gold qui est très bon quand même, un pilote platine qui est très bon. Mais voilà, si on prend des exemples d'équipages là qui sont en train de performer, c'est que des pilotes platine dedans. Donc vraiment la différence elle se fait facilement quoi. Maintenant parlons... J'ai envie de pleurer, parlons de Peugeot. Mais en vrai, il y a beaucoup de positifs. Alors même si c'est le 7ème constructeur le mieux classé, il y a beaucoup de positifs à en tirer des performances de Peugeot. Déjà, on a des arrivées dans les points régulières, hein, 2 9e place pour la numéro 93, donc clairement c'est pas ridicule, l'autre n'est pas loin, c'est 2 12e place, avant Spa-Francorchamps, et maintenant, parlons de Spa-Francorchamps avec Peugeot. Déjà, ça se qualifie 4e et 7e, et on se dit, waouh, c'est le meilleur constructeur le mieux classé derrière Ferrari. C'est quand même un truc de fou, non? Et pendant la course, ça nous en fait des merveilles. Elles se battent pour des podiums, elles se battent pour des gros points, ça fait plaisir. Mais après, ça a été la malédiction. Vraiment. Déjà, la 93, malheureusement, se fait avoir stratégiquement à cause d'une safety car et ne finira donc que 11e au général. Quant à la numéro 94, qui elle s'était pas faite avoir, quand elle se battait pour la 3e place avec la BMW numéro 20, il y a eu contact, la suspension a cassé et la voiture a dû abandonner. C'est vraiment dommage, on est passé à ça de 3e et 4e pour Peugeot, quasiment le 2e meilleur constructeur de la course à Spa-Francorchamps. C'est ultra rassurant pour la suite. Mais ça y est, Peugeot est dans le rythme, Peugeot est dans le coup. Si ça c'est pas une nouvelle folle, je sais pas ce que c'est. Pour les 24 heures du Mans, ça ne présage que du bon. En plus, on sait qu'aux 24 heures du Mans, la voiture est meilleure qu'autre part. On le sait parce que c'est un circuit qui lui correspond super bien. La voiture est faite pour ce circuit. Donc clairement, ça ne peut être que rassurant. On va sûrement avoir les Françaises que sont Peugeot et Alpine ultra bien classées aux 24 heures du Mans. Ça ne présage que du bon, c'est génial. Et maintenant, parlons de Aston Martin. On en a vu des nouveaux constructeurs arriver en hypercar comme ça ces derniers temps. Et Aston Martin, je crois que c'est la courbe de progression la plus fulgurante qu'on ait eue depuis le début. Parce que si on parle de la catastrophe qu'était le Kata, en même temps c'était sa première course, des soucis de technique, une portière qui s'envole, des problèmes mécaniques, pas du tout, mais alors pas du tout de performance, clairement ça faisait pitié. À Imola, c'était beaucoup mieux, même si elle n'avait pas de rythme, il n'y a eu aucun, mais alors aucun souci de fiabilité. Donc ça c'est génial. Et maintenant, si on regarde ce qui s'est passé à Spa-Francorchamps, c'est génial. Alors oui, il y a eu les voitures de sécurité, mais il y en a une des deux voitures qui finit dans le même tour que les leaders. Si ça c'est pas génial, je sais pas ce que c'est. Alors oui, les safety cars ont beaucoup aidé. Je pense que sans les safety cars, la voiture aurait fini à 2, peut-être 3 tours derrière, mais c'est carrément beaucoup plus proche que la dernière fois. C'est génial. Et donc on va, je pense, pour les 24 heures du Mans, être encore un peu plus gentil d'un point de vue de la BOP, mais c'est ultra rassurant pour cette voiture. Je pense qu'elle va progresser et elle finira dans les points avant la fin de la saison. C'est sûr. C'est carrément sûr. Donc si on regarde le classement que ça donne en ce moment en hypercar, d'un point de vue des équipages, on a les 3 Ferrari qui sont devant, mais derrière c'est ultra mélangé. Toyota, Alpine, BMW sont vraiment ensemble, et derrière on a un peu Cadillac en retrait à cause de leur début de saison exécrable, Peugeot et Porsche sont un peu derrière, et Aston Martin n'a toujours pas de points. Mais Peugeot se rapproche de la concurrence, Cadillac se réveille enfin, donc ça va être beaucoup plus serré que prévu. Et d'un point de vue constructeur, le classement est assez logique. Je rappelle qu'il a changé par rapport à la saison dernière. La saison dernière, on prenait que le meilleur résultat des deux voitures. Maintenant, c'est les deux résultats des voitures cumulés. C'est pour ça que les chiffres sont beaucoup plus grands que ceux de l'année dernière. On a donc Ferrari qui domine largement. Et derrière, on a Toyota, BMW, Alpine, Cadillac, Porsche, Peugeot et Aston Martin qui n'a toujours pas de points. Et pour la Coupe du Monde des équipes, bon, il n'y a plus que 2 voitures avec la 83 et la Proton. Et la 83 est largement devant la Proton. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je sais pas si vous avez eu cette sensation aussi, pendant les 6 heures de Spa-Francorchamps surtout, mais je trouve qu'à Spa-Francorchamps, on a passé un cap. On a passé un cap dans ce championnat, c'est le cap de la méchanceté, je trouve. Parce que je trouve que la saison 2023-2024, même si j'ai pas envie de dire qu'ils étaient pas compétitifs, c'est pas ce que je voulais dire, je trouve qu'il y avait quand même un peu de gentillesse et un peu d'éblouissement dans ce championnat. En mode, c'est incroyable la chance qu'on a d'être ici, ça roule, ça fait des belles batailles, c'est génial. Mais là, à Spa-Francorchamps, j'avais l'impression qu'on avait que des mecs ultra méchants entre eux sur la piste. Mais dans le bon sens, pas dans le mauvais. Je trouve que là, les batailles a été rudes. Ça se poussait dehors, ça a été méchant, ça a tenté des manœuvres de fous furieux. À Spa-Francorchamps, on a eu un spectacle en piste comme rarement on en a eu dans un championnat de course automobile. Si je prends l'exemple des 6 heures de Spa de l'année dernière, c'était pas du tout ça. Les dépassements étaient beaucoup plus clean, beaucoup plus gentils, et on va l'avouer, beaucoup plus rares. Là, cette année, j'ai rien à dire. On a des gars qui ont mis les 4 roues dans l'herbe, des gars qui ont frôlé des murs, ça a tenté des trucs au raidillon dans tous les sens, toute la course.
Et tous les pilotes, pas juste Julien Andlauer comme l'année dernière, on a eu des gars qui ont fait des dive bombs de pas possible au freinage et qui doublent 2 voitures à l'extérieur à l'arrêt de bus. Non mais, je sais pas ce qui s'est passé comme déclic à Spa-Francorchamps, mais là on a passé un cap. Ça y est, c'est fini d'être gentil là. On a un championnat de mecs où ils veulent tous, mais sans exception, ils veulent tous gagner. Et ça va donner du coup un spectacle pour les 5 prochaines courses, mais moi je m'attends au meilleur, donc à des manœuvres de fou furieux, mais comme au pire. Il va y avoir des accidents qui vont être spectaculaires pendant les 5 prochaines courses, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura des crashs spectaculaires. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Et je pense, rien qu'aux 24 heures du Mans, aux 24 heures du Mans cette année, je pense que dès la première heure, les mecs vont tenter des choses mais impressionnantes. La track position est devenue ultra importante. La séance d'hyperpole est devenue ultra importante. Si je prends l'exemple de la numéro 50 à Imola, où malheureusement elle démarre dernière à cause de sa qualification, et on voit qu'elle a eu du mal à remonter. Et elle s'est battue pour une 5ème place, une 4ème place, alors qu'elle devait se battre pour les premières. Et en plus, elle s'est faite subir une crevaison à cause d'une manœuvre qui était dangereuse. Clairement, Spa-Francorchamps, moi j'étais comme ça devant ma télé, je me dis, mais les mecs, ils sont vraiment en train de faire ça, quoi. On dirait des... Vraiment, hein, on dirait des gars au karting qui font que de se pousser. Et sauf que là, ils ont des hypercars, des voitures qui tiennent 24 heures, l'une des catégories les plus performantes du sport automobile actuel. C'est génial ce qu'on est en train de vivre. Bref, en tout cas, le championnat 2025, même si on a une domination Ferrari d'un point de vue performance, se déroule vachement bien. D'un point de vue hiérarchie, je trouve qu'il y a Ferrari qui est au-dessus, Aston Martin qui est très en dessous, Porsche qui est un petit peu en dessous, et Toyota aussi. Je vais les mettre là. Sinon, tout le reste, si on regarde Spa-Francorchamps, c'est en même temps. Cadillac, Peugeot, BMW, Alpine. Pour moi, c'est le même stack. Donc, si jamais on alourdit un peu les Ferrari et qu'on allège la Toyota et la Porsche, tout le monde a les mêmes performances. Bon, Aston Martin, c'est un autre cas. Et clairement, ce serait génial. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La suite, c'est les 24 heures du Mans. Ça va être fou furieux. Portez-vous bien d'ici là. La bise.